Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 17 décembre. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu entravant le passage à la deuxième phase de l'accord malgré les pressions internationales. L'Algérie promet de continuer à défendre les droits du peuple palestinien alors que son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU arrive bientôt à expiration. Raz-de-marée américain dans le Pacifique, Washington annonce mettre en place un blocus contre les pétroliers sous sanctions entrant et sortant du Venezuela. Et puis sport football, la sélection algérienne poursuit sa préparation en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026. Bonsoir à tous. Les agressions de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuivent. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que les corps d'un martyr et d'un blessé ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 394 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1075 autres ont été blessés, tandis que les corps de 634 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 70 668 martyrs et 171 152 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Depuis son entrée en vigueur en octobre dernier, le cessez-le-feu à Gaza a été violé à plus de 730 reprises par l'entité sioniste, une situation qui entrave le passage à la deuxième phase de l'accord de paix malgré les pressions internationales. Neila et Hamouda. 2 mois après la présentation du plan de paix de Donald Trump et son adoption par l'ONU, Gaza reste plongée dans le chaos. La première phase du plan, qui devait ouvrir la voie à la reconstruction et l'allègement du blocus, a été ralentie par l'entité sioniste, dans une stratégie apparente pour empêcher toute avancée vers la seconde phase. Le cessez-le-feu a été à maintes reprises violé et l'espoir d'une paix durable est déjà compromis. Depuis son entrée en vigueur le 10 octobre 2025, près de 740 violations ont été enregistrées. Ce cessez-le-feu, qui ne porte que le nom, a fait au moins 100 martyrs et 324 blessés, témoigne de l'ampleur de la tragédie. Les Gazaouis paient le prix fort d'un génocide qui se poursuit. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. L'aide humanitaire peine à atteindre les habitants. Le blocus sioniste reste toujours en place, tandis que les bombardements continuent, exacerbant la souffrance de la population et empêchant toute reconstruction par ces temps de froid glacial. Les pluies torrentielles ont achevé le travail que le génocide sioniste avait commencé. Des milliers de familles palestiniennes dorment à la belle étoile sous des tentes de fortune, exposées au froid et aux tempêtes. La nourriture et les abris manquent cruellement, tandis que 80% des structures de Gaza ont été détruites et 81 000 maisons endommagées. Le plan de paix est piétiné au quotidien, le cessez-le-feu violé et la crise humanitaire s'aggrave chaque jour. La deuxième phase du plan ne semble pas prête à être enclenchée et ne le sera certainement jamais au vu de la situation. Les clauses de sa mise en place et ses modalités font l'objet de profondes divergences. Alors que le monde assiste à l'échec d'un plan de paix déjà compromis, la population palestinienne reste piégée entre bombardements, crise humanitaire et désespoir. Concernant à présent les exactions de l'entité sioniste en Cisjordanie occupée, de nombreuses voix se sont élevées au Conseil de sécurité pour dénoncer les pratiques de déplacement et de remplacement des populations palestiniennes menées par les colons sionistes soutenus par les forces de l'occupation.
L'escalade sans précédent des violences perpétrées par les colons qui terrorisent les communautés palestiniennes doit être comprise dans le contexte de la politique israélienne de déplacement et de remplacement de notre peuple. Elle est indissociable de l'expansion des colonies qui a atteint des niveaux records avec plus de 47 000 logements sociaux approuvés ou mis en appel d'offres pour la seule année 2025. Ces violences s'accompagnent de centaines de démolitions de maisons, de destruction d'infrastructures et du déracinement de communautés entières, des camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie aux collines d'Al-Khalil et Al-Quds, la vallée du Jourdain. Des milices de colons agissent de concert avec l'armée d'occupation, ciblent systématiquement notre peuple. L'objectif est clair et les manifestés à Al-Quds dans la zone E1 et dans la vallée du Jourdain. Ils visent également à détruire l'intégrité territoriale de l'État palestinien et par conséquent toute perspective de paix. Nous condamnons fermement la recrudescence sans précédent des violences perpétrées par les colons contre les civils palestiniens de toute confession en Cisjordanie. 2025 étant l'année la plus violente jamais enregistrée selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Plus de 260 attaques ont été commises contre des Palestiniens et leurs biens pour le seul mois d'octobre. Cette situation est profondément alarmante. Ces attaques terrorisent les civils et entravent les efforts de paix. Et je vous le disais en titre, les crimes commis quotidiennement par l'entité sioniste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée ont été condamnés aussi par l'Algérie qui a pris part hier pour la dernière fois en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité à la dernière réunion mensuelle sur la situation en Palestine d'ailleurs. Et depuis le début de son mandat à la plus haute instance de sécurité onusienne, l'Algérie n'a eu de cesse de dénoncer les souffrances du peuple palestinien et de revendiquer haut et fort ses droits. Et ce n'est pas près de changer. Asma Laïda. L'Algérie est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU durant la période 2024-2025, a continué à braquer la lumière sur les causes justes, dont celle du peuple palestinien. Justement, l'Algérie a pris part hier à New York à la dernière séance du Conseil de sécurité de l'année consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Il s'agit de la dernière réunion sur la question de la Palestine à laquelle ma délégation, la délégation de l'Algérie, participe en tant que membre élu du Conseil de sécurité. Il est dès lors permis de se poser la question suivante. Vaut-il encore la peine de répéter ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà corroboré et, devrais-je l'ajouter, ce qui a été ignoré à dessein? L'Algérie a attiré l'attention sur le non-respect du droit international par l'entité sioniste qui voit quotidiennement l'accord de cessez-le-feu à Gaza et qui encourage l'expansion de ses colonies en Cisjordanie occupée, profitant d'un ordre mondial accusé de ne reconnaître que la puissance. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a rappelé que l'Algérie sera toujours du côté du peuple palestinien, n'épargnera aucun effort pour lever l'injustice qu'il subit. Il a cité à ce propos une déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a soutenu, je cite, que l'Algérie restera fidèle à son engagement en appuyant nos frères et sœurs en Palestine occupée. L'Algérie n'épargnera aucun effort pour défendre ses droits légitimes jusqu'au recouvrement de sa souveraineté et jusqu'à ce qu'un État palestinien libre et indépendant soit établi. Et durant l'année écoulée, l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a intensifié ses efforts pour défendre les peuples opprimés. L'Algérie n'a jamais dévié de ses principes qui consistent à militer en faveur des pays encore sous le joug colonial et porter leur voix sur la scène internationale. Pour le dossier du Sahara occidental occupé, l'Algérie a continué durant l'année écoulée à réitérer son soutien conditionnel à la cause et au peuple sahraoui et à réaffirmer en de nombreuses occasions son soutien indéfectible à ce peuple et son droit à l'autodétermination. Durant l'année 2025, l'Algérie a continué à consolider sa présence sur la scène internationale sous la conduite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, enregistrant des succès diplomatiques innombrables.
Et au moins 40 Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en 24 heures en Cisjordanie occupée, dont un enfant et d'anciens prisonniers, selon un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Les arrestations ont eu lieu notamment dans les provinces de Selfit, Jenin et Beit Lahm, ainsi qu'à Ramallah, Naplouse, Tulkarem et Al-Khalil. L'expansion de colonies sionistes en Palestine a atteint en 2025 son niveau le plus élevé. C'est ce qu'a affirmé le coordonnateur spécial adjoint des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Ramiz Alakbarov, lors de la présentation devant le Conseil de sécurité du dernier rapport trimestriel du secrétaire général sur l'occupation sioniste. Coopération algéro-tchadienne. À présent, le Premier ministre algérien Sifir Rieb a reçu ce mercredi à Alger la ministre tchadienne du pétrole, des mines et de la géologie, Ndo Lenoji Alixé Naïm Baye, qui lui a remis une lettre manuscrite adressée au président algérien Abdelmadjid Tebboune de la part de son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Les entretiens ont été l'occasion de saluer les relations fraternelles et solidaires, unissant plutôt les deux pays, et d'examiner les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie et des mines. Et à cette occasion, la ministre tchadienne a exprimé sa grande satisfaction quant aux résultats de sa visite en Algérie et aux perspectives de coopération tracées entre les deux parties, soulignant l'intérêt de son pays à bénéficier de l'expertise algérienne et de sa volonté de bâtir un partenariat bilatéral dans les secteurs de l'énergie et des mines. Direction la Tunisie. À présent, une marche populaire a eu lieu ce mercredi à l'avenue Habib Bourguiba dans la capitale Tunis, en soutien au processus du 25 juillet et au président tunisien Kais Saïed, à l'initiative notamment de partis politiques et d'activistes qui dénoncent des ingérences étrangères. Aujourd'hui, nous construisons un État de souveraineté, un État de justice, un État de construction et un État de suffisance sociale, un État de souveraineté nationale avant tout. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans la rue en ce jour même, car le slogan du 17 décembre 2011, la Tunisie était un État souverain, travail, liberté et dignité nationale. Aujourd'hui, l'Union européenne, les Américains et d'autres interviennent dans nos affaires à travers leurs ambassadeurs, leurs agents et leurs agendas dans le pays. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire non à l'ingérence étrangère. Nous sommes les enfants de ce pays et nous construirons ce pays. Nous construirons ce pays. Nous sommes venus en patriotes pour sauver la Tunisie libre et chère des traîtres et pour la purifier des traîtres et des vestiges du colonialisme. Sahara occidental, la Fédération espagnole des associations de producteurs et d'exportateurs de fruits et légumes a de nouveau mis en garde contre les répercussions de l'accord commercial récent conclu entre l'Union européenne et le Maroc, qui inclut les produits en provenance du Sahara occidental occupé, appelant le Parlement européen à ne pas voter en faveur de cet accord, qu'elle considère comme une violation des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et comme une menace pour le secteur agricole européen. Le bilan cette fois des inondations dans la ville de Sifi au Maroc s'est encore alourdi pour passer à près de 50 morts et des dizaines de blessés. Les intempéries ont également causé d'importants dégâts matériels touchant les habitations, les infrastructures et les réseaux routiers. Face à l'ampleur de la catastrophe, plusieurs organisations politiques, des instances de défense des droits humains ainsi que des acteurs de la société civile ont vivement critiqué la gestion des autorités marocaines, dénonçant un manque flagrant de planification et de gouvernance dans les politiques de développement.
J'étais au travail quand la pluie a commencé. Le niveau de l'eau est monté très vite. Nous avons essayé de pousser l'eau vers l'extérieur, mais la force et le volume étaient écrasants. J'ai perdu toutes mes machines de boulangerie, mais j'ai survécu. Les rues étaient submergées sous près de 3 mètres d'eau boueuse. Environ 50 d'entre nous ont fui et ont été secourus par des voisins qui nous ont aidés à atteindre les toits. Où étaient les services municipaux? Ils étaient censés nettoyer les égouts et les systèmes de drainage avant les inondations. Personne n'est venu prendre de nos nouvelles ou aider à nettoyer nos maisons. Nous avons passé la nuit sur les toits. Les autorités étaient absentes. Nous avons perdu toutes nos affaires et craignons maintenant d'autres pluies battantes. Les crues soudaines ont mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures face au changement climatique, avec de fortes pluies en peu de temps submergeant les réseaux de drainage. Des canaux d'égouts bouchés ont provoqué une hausse du niveau de l'eau, entraînant des décès et de graves perturbations dans la vie quotidienne. La situation met en lumière le besoin pressant de mesures environnementales durables et de systèmes d'alerte précoce robustes. Et je vous en parlais en titre, nouvel épisode dans l'escalade entre les États-Unis et le Venezuela. Washington va mettre en place un blocus contre les pétroliers sous sanctions entrant et sortant du Venezuela. C'est ce qu'a annoncé le président américain Donald Trump, une annonce qualifiée de menace grotesque par Caracas. Tinian Makassi. La politique étrangère de Donald Trump, dès son premier mandat, affichait clairement ses priorités en Amérique latine. Se redéployer au niveau de ce qu'ils considèrent comme leur backyard et l'American Lake, un objectif déjà posé avec la doctrine Monroe 1823. Cette logique d'influence se traduit aujourd'hui par des actions directes, comme la récente saisie d'un pétrolier vénézuélien. Depuis plusieurs mois, la pression américaine s'est accentuée. Washington a déployé des forces navales dans les Caraïbes et mené une série d'opérations contre des embarcations vénézuéliennes, prétextant la lutte contre le narcotrafic. Caracas rejette fortement ces allégations, dénonçant une opération d'expansionnisme impérialiste. Le Venezuela, soumis à un embargo américain depuis 2019, est contraint de vendre sa production pétrolière autrement, souvent à des prix inférieurs au marché mondial, principalement vers la Chine. Cette situation illustre moins un dysfonctionnement économique qu'une stratégie délibérée d'asphyxie. Officiellement, les États-Unis accusent Nicolás Maduro de diriger un vaste réseau de narcotrafic. Le président vénézuélien conteste ces accusations, les qualifiant de recyclage d'un narratif déjà utilisé pour délégitimer des gouvernements récalcitrants à la politique américaine et justifier leur renversement. Pour Caracas, l'objectif réel est de reprendre le contrôle sur le pétrole, première richesse nationale. Le président américain a averti que le déploiement militaire ne fera que s'accroître, promettant un choc sans précédent, menaçant de replonger la région dans un état d'instabilité chronique. Dans ce contexte, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a demandé ce mercredi aux Nations Unies d'intervenir pour éviter un bain de sang au Venezuela alors que les tensions s'intensifient entre ce pays d'Amérique du Sud et les États-Unis. Dans le conflit russo-ukrainien, cette fois, Vladimir Poutine a haussé le ton. Le président russe a affirmé ce mercredi que son pays atteindrait ses objectifs en Ukraine, notamment territoriaux, par des moyens diplomatiques ou, s'il le faut, militaires. Safwan Ben Sabri. Les objectifs de la Russie en Ukraine seront atteints. C'est ce que déclare Vladimir Poutine avec une fermeté destinée aux Européens en particulier. Tout d'abord, les objectifs de l'opération militaire spéciale seront sans aucun doute atteints. Nous préférerions y parvenir et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique. Cependant, si la partie adverse et ses parrains étrangers refusent de s'engager dans des négociations substantielles, la Russie assurera la libération de ces terres historiques par des moyens militaires. En parallèle, la Russie laisse la porte ouverte à la voie diplomatique. Les négociations pour parvenir à un accord de paix s'intensifient entre Russes et Américains. Pour Vladimir Poutine, au-delà des objectifs territoriaux, il faut parvenir à éliminer les causes profondes du conflit, les raisons qui l'ont provoqué, dont la non-neutralité de l'Ukraine, qui constituait une menace directe pour Moscou.
Des pourparlers se sont déroulés en début de semaine en Allemagne entre Volodymyr Zelensky et les émissaires américains Witkoff et Kushner envoyés par Donald Trump pour tenter d'aboutir à un compromis. Le président américain s'est quant à lui montré très optimiste après s'être entretenu avec son homologue ukrainien et plusieurs dirigeants européens. Les détails du plan américain après modification par les Ukrainiens ne sont pas encore connus, mais l'Ukraine avait fait savoir qu'il impliquerait malgré tout des concessions territoriales de sa part. Et dans l'actualité aussi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a qualifié ce mercredi d'idée folle l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine à son arrivée à la réunion des dirigeants d'extrême droite de l'Union européenne à Bruxelles. Euroclear est une entreprise belge, ils sont en danger. Si l'idée folle de l'Union européenne va de l'avant, de confisquer les actifs russes gelés, cela aurait des impacts extrêmement négatifs sur la société Euroclear. Bruxelles est un acteur préoccupant de la politique européenne en soi. Donc ce qui se passe ici, c'est contourner quotidiennement les droits et les États membres. Ils aimeraient proposer des programmes qui détruisent l'économie européenne. Folie totale, théorie écologique, politique pro-migration, politique pro-guerre. Ainsi, Bruxelles est un symbole d'un danger politique pour un pays comme le nôtre venant d'Europe centrale. La Chine a condamné ce mercredi le comportement des Philippines qualifiées de voleurs criant aux voleurs après que Manille a organisé une intrusion illégale de navires dans le lagon de Xianbinjiao, territoire chinois de la mer de Chine méridionale. Pékin qui a réagi aux accusations des Philippines concernant des actions menées par la marine chinoise contre des militaires philippins près de Xianbinjiao. Et à l'occasion de l'ouverture de la 11e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Chine a réaffirmé son engagement à lutter contre ce fléau dans son pays et a réaffirmé la coopération internationale face aux défis croissants en matière de gouvernance mondiale. La Chine a été parmi les premiers pays à signer et ratifier la CNUAC et a constamment soutenu la coopération internationale de l'ONU, du G20, de la PEC et des BRICS. La coopération internationale anticorruption devrait reposer sur l'égalité, l'état de droit international, le multilatéralisme. Nous devons rejeter l'application sélective, les doubles standards et la politisation de la lutte contre la corruption. La Chine est prête à travailler avec tous les pays pour construire un consensus politique plus large, renforcer les bases juridiques, intensifier l'action conjointe, favoriser un monde d'intégrité et de gouvernance propre, promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste, équitable contre la corruption et se rapprocher d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Dans l'actualité également, les secours ont indiqué qu'aucun survivant n'avait été retrouvé dans l'épave d'un avion de tourisme qui s'est écrasé lundi dans le centre du Mexique avec 10 personnes à bord. Le Cessna s'est abîmé dans une zone industrielle peu avant d'atteindre l'aéroport de la ville de Toluca à une cinquantaine de kilomètres de la capitale mexicaine. Et on arrive au sport, football. La sélection algérienne poursuit au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger sa préparation en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain. Il n'y a pas eu de coupure parce qu'on est tous arrivés de nos clubs, donc on est tous en forme. Maintenant, on se prépare tactiquement, techniquement, comme il se doit. Très heureux, très fier de pouvoir être là et de pouvoir aider comme je le peux l'équipe nationale. Ouais, la préparation, elle se passe bien pour l'instant et on continue à travailler. Ouais, c'est la première, ça n'a pas été une réussite. Et surtout que c'était ma première, donc ça m'a beaucoup touché aussi. Et donc, avec toute l'équipe, on a hâte de rendre fier tout le monde et de faire mieux au Maroc. Non, comme j'ai toujours dit, on est l'Algérie. C'est que dans toutes les Coupes d'Afrique où on se déplacera, que ce soit chez nous ou à l'extérieur,
on va pour gagner. On est tous prêts, je pense que voilà, on est dans un cadre aujourd'hui où on sait qu'il y a une grande compétition qui arrive et on sait qu'on se doit de performer, donc on est tous prêts. C'est pour ça là aujourd'hui on fait encore les derniers réglages avant de partir et au moins on sera prêt là-bas. Non, c'est vrai qu'on a raté les deux dernières compétitions, on en est conscient, c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille dur pour faire une grande compétition et comme je dis, si tout se passe bien, Inch'Allah, ça se passera bien, on espère, on travaille pour et on sait ce qu'on doit faire et comme je dis, Inch'Allah, ça se passera bien. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.